Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises un axe majeur de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Durier, directeur RSE d'Amaury Sport, organisation ASO qui possède évidemment le Tour de France et veut faire de la grande boucle une vitrine de la transition écologique. Notre débat, il portera sur l'apiculture urbaine. Quelles sont ses vertus, ses limites, ses projets les plus emblématiques? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, je recevrai le président de l'association Un déchet par jour, Alexandre Mounier. Sport, agriculture, propreté, 3 thèmes, 30 minutes pour les décortiquer. C'est Smart Impact. Bonjour Jean-Baptiste Durier, bienvenue. Vous êtes donc le directeur RSE du Tour de France qui part ce samedi 26 juin. Ça représente quoi? C'est comme une ville qui se déplace pendant 3 semaines de Brest à Paris. C'est combien d'habitants? C'est quoi? Ouais, c'est comme une ville de 3500, 4000 habitants, on va Oui. dire, itinérante, qui effectivement se déplace sur 3 semaines, 21 étapes, donc une petite logistique. Oui, donc ça veut dire quoi? Flotte automobile, des camions, des poids lourds. Enfin voilà, si on essaye d'évaluer un peu ce que ça représente en termes d'impact. Ça veut dire effectivement quelques automobiles, un peu moins de 2000 automobiles, Oui. des poids lourds, 150-200 poids lourds pour transporter tout ce qu'il y a à transporter. Et donc effectivement, c'est une ville itinérante qui génère de l'impact par définition. Et donc nous sommes attachés depuis de nombreuses années à diminuer fondamentalement cet impact. Alors je disais en titre, faire de la grande boucle une vitrine de la transition écologique, justement, ça fait combien de temps qu'il y a vraiment une prise de conscience? Et puis quels sont, on va commencer par les premiers leviers que vous avez actionnés en quelque sorte. Bien sûr. Alors je dirais que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on a vraiment engagé des démarches très significatives avec des actions concrètes pour réduire notre impact environnemental. Et globalement, aujourd'hui, c'est une démarche qu'on décline sur 2 plans. D'une part, avec la définition d'une raison d'être, ça c'est l'impact positif qu'on veut avoir sur la société. Donc en l'occurrence, pour le Tour de France, il s'agit véritablement de s'engager en faveur de la mobilité à vélo. On pourra peut-être en reparler. Bien sûr, on va en parler. Et oui. puis d'autre part, parce que ça aurait peu de sens finalement de vouloir avoir un impact positif sans réduire notre empreinte. On a effectivement tout un programme pour réduire cette empreinte. Ça s'appelle C'est mon tour, j'agis. Et là, on s'appuie sur une feuille de route méthodologique qui s'appelle la charte des 15 engagements éco-responsables des grands événements sportifs internationaux. On l'a signée sous l'égide du WWF France et du ministère des Sports. Et donc, c'est une adaptation aux spécificités du sport, des fameux 17 ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU. Alors c'est mon tour, j'agis. Ça passe notamment par la flotte automobile. Quelles actions vous avez engagées pour déjà réduire l'impact de votre flotte auto? Absolument. On est un événement itinérant, donc effectivement, il s'agit d'une préoccupation majeure pour nous. Aujourd'hui, on a une vision qui est très claire, c'est de passer l'intégralité des véhicules légers à l'horizon 2024 en motorisation alternative. Donc toute motorisation alternative au 100% thermique. Ça, c'est un des actions qu'on a commencé à mettre en œuvre depuis l'année dernière, en 2020. Donc électrique ou hybride? Oui, électrique, hybride, peut-être hydrogène après-demain, mais en tout cas aujourd'hui essentiellement électrique, hybride, et il y a pas mal de biocarburants aussi. Et donc aujourd'hui, il y a déjà des jalons concrets qui sont posés. Le Tour qui part dans 2 jours verra une flotte organisation à 85% en motorisation alternative, donc véhicules hybrides. Nous aurons aussi beaucoup de véhicules électriques, avec notamment la voiture emblématique de Christian Prudhomme, qui sera pour l'essentiel du Tour, 15 étapes sur 21, en 100% électrique. Donc c'est le directeur du Tour, pour ceux qui ne sont pas sportifs. Non, mais bon, il est très connu, mais quand même. Et effectivement, sa voiture, c'est celle qui lance l'étape. Exactement. et qui est quoi la première après les directeurs sportifs? Elle est située où globalement, à peu près, qui est devant les coureurs, on va simplifier. D'accord. Voilà. Et donc on a ces voitures-là, et puis on le disait en introduction, il y a tous les véhicules légers, et puis il y a aussi toute une flotte de camions, de véhicules logistiques, et là aussi on s'attache à progresser. Alors cette année, l'intégralité de ces véhicules seront des véhicules Euro 6, c'est la dernière norme environnementale pour les camions thermiques, et on teste cette année pendant tout le Tour avec
vraiment l'ambition de le développer à très court terme derrière. Un véhicule, un camion au biocarburant, Oléosan, c'est du carburant à base d'huile de colza français, et donc qui permet d'économiser 60% d'émissions de CO2 par rapport à un diesel. Donc voilà, on essaye de s'éloigner des incantations et d'aller dans le très concret. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que ce tour va pouvoir accueillir plus de public que le précédent, moyennant passe sanitaire dans les villes-étapes, c'est ça, au début, pendant les 4 premières étapes. Mais un public pareil, ça crée du déchet. Donc il y a eu un engagement qui a été pris sur les jouets, sur ski. Alors il y a la caravane du Tour, c'est vraiment tous les sponsors qui distribuent des jouets. C'est quoi l'engagement de vos partenaires que sont les sponsors du Tour ? Alors aujourd'hui, nos sponsors, ils sont véritablement tous engagés dans la roue du Tour, et je ne vais pas faire la litanie de leurs activations, mais il n'y en a plus un qui ne met pas toujours plus de sens et qui ne s'attache pas à mettre toujours plus d'éco-responsabilité dans son partenariat avec le Tour. Et donc ensuite, pour parler plus spécifiquement de la caravane, qui peut parfois être challengée sur ces sujets-là des goodies, aujourd'hui on a l'intégralité des goodies qui sont distribués, qui globalement sont des goodies qui sont soit en matière recyclée ou recyclable, donc des goodies qui sont toujours plus responsables. Donc il n'y a plus de plastique à usage unique, par exemple. Il n'y a plus de plastique à usage unique. Tous les emballages donc en plastique à usage unique ont été supprimés, sauf à une ou deux exceptions sur des produits alimentaires, mais parce que des contraintes d'hygiène s'imposent en l'occurrence à ces marques-là. Et donc, au-delà de ce travail sur la responsabilité du goodies et la durabilité du goodies en tant que tel, on a une vraie réflexion profonde avec les partenaires sur l'utilité. Parce que au-delà des matières, ce qui est super important, c'est que le goodies soit fondamentalement utile pour la personne qui le reçoit. Évidemment, plus il est utile, plus il est conservé. Et c'est un deal win-win finalement pour la marque qui est exposée plus longtemps et évidemment pour l'environnement. Et vos déchets à vous, parce que vous nous l'avez dit, c'est une ville de 3500, 4000 habitants qui se déplace, qui produit du déchet, vous en faites Absolument. Quoi ? Nos déchets, on a évidemment des partenariats avec l'intégralité des collectivités qui nous accueillent pour essayer d'en trier et surtout d'en recycler une majeure partie. Là, c'est pareil, on a un horizon 2024 avec 100% de ces déchets qui soient recyclables et recyclés et donc retraités par ces collectivités-là. Et donc, évidemment, on s'attache à les réduire toujours plus ces déchets, comme on s'attache à réduire notre consommation énergétique ou en eau par ailleurs, avec de plus en plus sur le Tour des dispositifs de stand autonomes en énergie, des travails sur des groupes électrogènes moins consommateurs en énergie, etc., etc. C'est vraiment une préoccupation très opérationnelle pour nous. Alors, il nous reste 3 minutes et effectivement, je voudrais qu'on parle de cet aspect pédagogique finalement dans lequel le Tour s'engage, la promotion du vélo. Alors, on se dit c'est logique, évidemment, qui mieux que le Tour de France peut faire la promotion du vélo, notamment auprès des enfants, c'est ça ? Il y a quoi comme action ? Oui, absolument. Alors, ce qu'on veut, c'est la raison d'être qu'on a définie, c'est qu'on veut inspirer toutes celles et tous ceux qui le peuvent à mettre du vélo dans leur vie. Aujourd'hui, il y a 60% des déplacements en France qui font moins de 5 km, donc c'est 20 minutes à vélo, et pourtant il n'y a que 4% des trajets qui sont effectués à vélo. Donc on sait très bien que tout le monde ne peut pas faire du vélo au quotidien, mais en tout cas il y a une marge de manœuvre certaine, voire vertigineuse. Donc pour ce faire, là c'est pareil, on essaye de s'engager fondamentalement. On a décliné plusieurs opérations concrètes, notamment auprès des enfants. Et donc on a cette opération, les petits vélos, au travers de laquelle, avec l'appui des collectivités hôtes, avec l'appui de la Fédération française de cyclisme, nous apprenons à 30 000 enfants chaque année à rouler à vélo, en se basant sur le programme pédagogique Savoir rouler à vélo du gouvernement. C'est ce qui est un sacré enjeu, parce que vous pourriez aussi former les adultes, parce que voilà, le vélo il se développe en ville, c'est très bien, mais voilà, il y a peut-être un peu de code à apprendre pour certains. Oui, absolument, c'est un vrai enjeu. Alors je parlais de l'engagement de nos partenaires, on a la FDJ qui est engagée justement sur ce créneau-là via un programme qui s'appelle Remise en selle pour remettre en selle les adultes. Et nous, en tout cas, sur les adultes, on a d'autres sujets, et notamment on a lancé cette année un label qui s'appelle Ville à vélo du Tour de France. Très trivialement, c'est une sorte de label des villes fleuries
pour la cyclabilité, donc le vélo du quotidien. Les villes se voient décerner 1, 2, 3 ou 4 vélos en fonction de leur niveau d'engagement. Et donc, véritablement, ce qu'on essaye de faire, c'est, dans la roue du Tour, de les engager à développer une ville toujours plus cyclable. Est-ce que vous pourriez faciliter l'émergence d'une filière de la construction des vélos? Parce qu'aujourd'hui, il y a un boom, mais on assemble des pièces qui viennent de l'étranger. Il faut recréer une filière française. Oui, il faut. Alors là, c'est honnêtement pas tout à fait notre place, je pense, en matière opérationnelle. On est des organisateurs d'événements sportifs. En revanche, depuis plusieurs années maintenant qu'on est engagé au soutien de cette mobilité à vélo, c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs, qu'ils soient politiques, institutionnels, privés, au sein de cet écosystème. Et voilà, nous, on essaye de les mettre en avant comme on peut au niveau de l'événement, qu'ils puissent bénéficier de cette caisse de résonance médiatique formidable qui est le Tour. Merci beaucoup. Et donc cette caisse de résonance, elle va commencer à sonner à partir de samedi, départ à Brest. C'est parti pour 3 semaines, on va vibrer grâce au Tour de France. Merci beaucoup Jean-Baptiste Durier. On passe à notre débat, l'apiculture urbaine au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Gros plan sur l'apiculture urbaine aujourd'hui avec mes invités François Lasserre, bonjour. Bonjour. Bienvenue, entomologiste, vice-président de l'Office pour les insectes, auteur. Vous publiez votre dernier livre, c'est l'inventaire des petites bêtes des villes aux éditions, je ne sais pas comment on prononce, Ebec ou Ebec. Et puis à vos côtés, Timothy Kellard, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, le fondateur d'Ecodev, société de services et de conseil en développement durable. On peut peut-être commencer par le constat. Ça représente quoi aujourd'hui l'apiculture urbaine en France? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, Timothée Kellard? Alors, on n'a pas vraiment de chiffres extrêmement fiables, mais on commence à avoir effectivement un certain nombre de données. Je crois que sur la région, par exemple, Paris intramuros, on est à peu près à 2000 ruches à l'intérieur du territoire, donc intramuros. Ce sont des projets qui sont plus sociétaux que commerciaux, on va dire. C'est plus créer de la cohésion dans l'entreprise que faire du business avec le miel produit. Alors un peu des deux. Ça dépend vraiment des apiculteurs. Effectivement, nous, on prône beaucoup le volet pédagogique et lien social autour de ces thématiques. Mais il commence à avoir un prix du miel au kilo dans les zones urbaines denses qui peut s'envoler. Donc il y a aussi des filières qui commencent à se structurer autour du miel urbain. François Lasserre, l'apiculture urbaine, vous qui observez, défendez l'environnement et les insectes, quels qu'ils soient, même ceux qui nous agacent de temps en temps, on en a parlé souvent ensemble dans des émissions sur RTL, comment vous la percevez? Est-ce que c'est forcément un bienfait? Alors non, le premier réflexe des naturalistes, des entomologistes, des spécialistes des insectes, c'est de dire oh là là, encore des ruches, alors qu'on aimerait plus de diversité. Donc le premier réflexe, c'est de se dire, en fait, l'abeille domestique, c'est l'abeille qui est liée aux hommes, qui sert à fabriquer du miel. Et donc c'est vraiment une histoire d'homme, presque une histoire agricole. Ouais. Parce que dans ces, pardon de vous interrompre, pour bien comprendre, dans ces ruches qui sont installées en ville, le plus souvent par les entreprises ou les particuliers, c'est l'abeille domestique qui... C'est l'abeille domestique. Il n'y a qu'une espèce qui est élevée partout en Europe, y compris aux États-Unis. C'est la plus rentable, entre guillemets, la plus docile, etc. Et donc, pour les naturalistes, voient plutôt ça comme une histoire agricole. Et c'est vrai que l'agriculture et l'écologie sont toujours un peu... Vous voyez, il y a un ministère de l'agriculture, un ministère de l'écologie. Et puis, en fait, quand même, en y réfléchissant, comme on a fait en sorte qu'il n'y ait plus d'insectes dans les villes, qu'il n'y ait plus d'autres animaux, et même on aime bien les oiseaux, mais en tout cas, les insectes, jusque-là, on les a écartés. Et nous, on a du mal à les ramener parce que les gens pensent toujours aux insectes qui nous embêtent. Et puis finalement, grâce à ces ruches, d'une certaine façon, c'est refaire venir les insectes en ville. Alors on commence d'abord par une espèce qui nous sert directement, qui fabrique du miel et qu'on élève pour un intérêt souvent commercial ou maintenant pédagogique. Et puis derrière tout ça, donc nous, on essaye de placer les autres insectes parce qu'en fait, les pollinisateurs, les butineurs, les recycleurs, etc. C'est des milliers d'espèces, bien plus que l'abeille domestique. Mais on se sert de ça. Donc,
Dans un premier temps, on voit ça comme une transition. On commence à mettre des ruches, ça ne sert pas vraiment pour la biodiversité, mais en tout cas, dans la tête des gens, on commence à se dire, tiens, on peut refaire venir des insectes en ville. Et puis derrière, on essaye, nous, d'installer des insectes un peu plus patrimoniaux, un peu plus naturels. Mais alors, si vous devez conseiller, d'ailleurs ça vous arrive, des institutions, des entreprises, faire venir d'autres insectes, ça passe par quoi ? On l'avait fait avec Timothée déjà. On a fait, donc après l'installation de ruches qui est un peu classique, on proposait d'installer des abeilles solitaires et sauvages, qui ne fabriquent pas de miel. Donc là, certaines personnes disent alors à quoi ça sert ? Alors on explique que ça peut polliniser un peu mieux que les abeilles domestiques, que ça peut nourrir des oiseaux et surtout que ça permet une diversité des insectes parce que l'abeille domestique, c'est une seule espèce. Donc bon, il y a plein d'individus, mais c'est une seule espèce. Et donc nous, l'intérêt de tout ça, c'est de faire venir plein d'espèces. Parce que si je prends l'exemple de la famille des abeilles en France, il y a 1000 espèces différentes d'abeilles et l'abeille domestique, c'est une seule. Donc on essaye, on ne va pas faire venir les 1000, mais on essaye d'en faire venir le plus possible. C'est quoi votre projet peut-être le plus emblématique ou le plus récent, celui dont vous avez envie de nous parler ? Alors emblématique, c'est probablement un projet qui a duré et qui dure encore, qui a commencé par justement cette porte d'entrée ruche, pour après aller sur d'autres aménagements jusqu'à la palette végétale du site extrêmement riche en biodiversité, donc qui va nourrir plein d'insectes du printemps jusqu'à l'automne, et qui va aller même sur des enjeux plus sociaux, jusqu'à recréer un lieu de vie. Alors, ça a été jusqu'à créer un terrain de pétanque sur le site, ou des vergers également conservatoires, donc pour arriver à avoir un ensemble d'actions qui colle à cette thématique plus riche en biodiversité et plus développement durable. C'était pour une entreprise ? C'est pour une entreprise du CAC 40, sur le site industriel. Oui, c'était Schneider Electric en l'occurrence, en Normandie. Oui, on les reçoit assez souvent ici, ils sont pas mal avancés. Et donc, c'est un outil de cohésion interne aussi ? Ça a été utilisé comme ça ? Oui, complètement. Lien social, pédagogie, team building, enfin on peut y mettre tout le vocabulaire qu'on veut. Et peut-être maintenant, la dynamique depuis quelques années qu'on pousse, au-delà de la pédagogie, c'est d'arriver à avoir une utilité sur des indicateurs de biodiversité. C'est-à-dire que les abeilles collectent un certain nombre d'informations, liées au pollen par exemple, qui nous aident et qui peut aider les scientifiques aussi à objectiver l'impact de la palette végétale ou de l'environnement ou des polluants. Et donc on arrive de plus en plus sur le sujet des bioindicateurs par les abeilles qui ne sont pas, je précise, tuées ni massacrées pour pouvoir faire ces analyses. Donc on a aussi une réelle utilité à la fois pédagogique et scientifique sur ces projets. Oui, on recevait hier une entreprise qui développe une ruche connectée qui s'appelle Noémie et qui permet effectivement de récupérer pas mal de données qui intéressent aussi les chercheurs. François Lasserre, le miel de ville, est-ce qu'il est parfois plus sain que le miel de campagne parce qu'il y a moins de pesticides, ou alors au contraire, est-ce qu'il l'est moins parce qu'il y a la pollution des villes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est un sujet presque un peu tabou, le miel, parce que c'est vrai que parfois on peut retrouver plein de choses à l'intérieur du miel. Bon, dans l'ensemble, ça reste quand même des traces, mais c'est sûr qu'un environnement pollué, y compris en ville, avec parfois des métaux lourds, ça peut se retrouver dans le miel. Alors certains disent que les abeilles s'en débarrassent et tout, mais c'est un peu du bee washing ou un truc comme ça, quelque chose comme ça. Parce que l'abeille, c'est un filtre quand même un peu naturel, mais pas tant que ça, c'est ça ? Oui, pas tant que ça. Et quoi qu'il arrive, ça reste des traces. Mais c'est vrai que parfois, il y a des miels qui sont un peu des cocktails à polluants, mais ça reste des traces. Et donc, que ce soit des pesticides de synthèse ou des polluants un peu lourds, si c'est des traces, ça va, c'est tolérable. L'important, c'est de faire en sorte que ce miel existe et de montrer que les villes peuvent produire du miel et que pour ça, il faut une variété végétale, il faut de plus en plus de végétaux parce que les insectes sont particulièrement liés aux végétaux, souvent aux végétaux sauvages qui peuvent eux-mêmes faire venir d'autres insectes. Et donc, c'est ça qui est important, plus que ces traces éventuellement de polluants. On rappelle que faire revenir des insectes en ville, c'est aussi faire revenir des oiseaux. Enfin, il y a une chaîne qui se met en place, c'est ça ? C'est faire exactement, puisque les oiseaux, une immense partie des petits oiseaux, dont ceux qui chantent, qu'on adore, sont obligés d'avoir des insectes au moment où ils ont les jeunes. Même si ensuite ils deviennent plus granivores, mangeurs de graines, au moment des jeunes, ils sont obligés d'avoir des insectes. Donc c'est obligatoire pour avoir tous ces petits oiseaux qu'on aime bien, les petits passereaux chanteurs.
c'est obligatoire. Et puis avoir des insectes, c'est aussi avoir des plantes. Et donc laisser des plantes un peu tranquilles et longtemps, le temps que les chenilles fassent leur cycle. Donc ne pas les tondre. Donc c'est aussi des paysages un peu plus variés et moins tondus. Et puis les insectes après servent à quand vous voyez une mouche sur une crotte, en fait ça permet à la crotte de la faire disparaître, à la mouche de la faire disparaître. Donc la crotte disparaît grâce aux mouches à merde, donc même si elles nous dégoûtent, c'est... Et Heureusement puis, qu'elles sont là. Heureusement qu'elles sont là, exactement. Et puis, il y a des insectes dans le sol aussi qui permettent au sol d'être un peu plus fertile, etc., bien sûr. Timothée Keller, quel conseil vous donnez imaginons, il y a un entrepreneur qui nous écoute qui dit tiens, quand même, il m'intéresse ces deux-là, je vais les suivre, je vais installer des ruches, peut-être faire venir plusieurs espèces d'insectes. Quel conseil vous leur donnez ? Alors, de bien réfléchir au projet avant de se lancer, déjà sur la faisabilité, parce qu'il y a quand même des enjeux de risque ou en tout cas de cohabitation entre les humains, on va dire, et les insectes et les abeilles. Le deuxième point, c'est de contrôler aussi les qualités, on va dire, des pratiques, à la fois sanitaires et éthiques. Parce que du coup, en apiculture, vous avez beaucoup de pratiques intensives qui peuvent être, on va dire, contre-productives au regard de nos enjeux de développement durable ou même éthiques. C'est un peu comme dans l'élevage intensif. Il y a aussi le sujet de raisonner sur la cohérence du projet au regard du potentiel du site. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas pousser les volumes, effectivement, donc ne pas mettre des dizaines de ruches sur un site, donc avoir des micro-ruchers et compléter ces micro-ruchers d'un certain nombre d'événements, pédagogie, de sensibilisation, de suivi scientifique par exemple, d'avoir une dynamique la plus large possible, puisque on peut commencer à se dire que la maturité sur ces sujets est assez présente. Et on est peut-être dans une période où on peut commencer à être ambitieux sur ces projets et être multi-critères et multi-intérêts ou bénéfices. Et en même temps, il ne faut peut-être pas trop en installer non plus, si j'entendais ce que vous disiez en préambule. Surtout pas, en fait, ça ne sert pas vraiment d'installer une ruche, ça sert à avoir du miel, surtout. Mais symboliquement, c'est important. Donc, se souvenir qu'installer des ruches, c'est une fausse bonne idée. Mais dans fausse bonne idée, il y a quand même bonne, pour différentes raisons. Donc, retenir ça. Et puis, il y a aussi quelque chose, ça peut être un inconvénient, c'est-à-dire d'installer autant d'insectes qui piquent, ça peut être un inconvénient pour les personnes qui s'occupent du personnel, etc. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir des abeilles domestiques pour parler de biodiversité dans son entreprise, mais on peut aussi aller sur la thématique abeilles en accueillant les solitaires. Et les solitaires, elles sont complètement inoffensives. Elles n'embêtent personne. Oui, on ne produira pas de miel, mais on va quand même... et on va plus agir pour la biodiversité. Exactement, et il y aura le mot-clé abeille, parce que c'est vrai que c'est important. Si vous dites on va installer des mouches à merde, bon, vous aurez peut-être moins de salariés, de collaborateurs avec vous. En revanche, la thématique abeille peut se faire avec des abeilles solitaires, par exemple. C'est très facile. Et ben voilà, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, François Lasserre, L'inventaire des petites bêtes des villes. Merci Timothée Keller, à bientôt. On passe à Smart Ideas, on va parler déchets, propreté dans nos villes. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec une association aujourd'hui, un déchet par jour. Bonjour Alexandre Mounier, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le président de cette association. Alors, vous le portez sur votre t-shirt, la bouillabaisse avec ou sans plastique. C'est une idée qui est née à Marseille, c'est ça ? Alors c'est ça, donc l'association en fait elle a été créée par Edmund Platt et Georges-Édouard Legré. Et donc en fait c'est né de Edmund qui à un moment donc est originaire de Leeds, qui est retourné dans son parc d'enfance et qui a remarqué qu'il y avait plein de déchets partout et il s'est dit moi je veux agir, et donc il a pris une canette et il a pris un selfie en disant à partir de maintenant je me mets le défi de ramasser un déchet par jour. Okay. Et donc c'était la grande époque des selfies, il l'a mis sur les réseaux sociaux et là avalanche de commentaires de gens qui disaient à la fois super, moi aussi je vais faire ça, et d'autres personnes qui disaient bienvenue au club, bienvenue avec nous. Dans tous les cas, il y avait un gros enthousiasme de la part du public. De retour à Marseille, et avec Georges-Édouard, ils se sont mis à organiser des événements grand public pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes et pour qu'il y ait vraiment ce moment convivial. Donc c'est des ramassages de déchets à Notre-Dame-de-la-Garde par exemple, où on a régulièrement jusqu'à 800 personnes, des sensibilisations aussi dans des écoles, dans des entreprises, et des coordinations de gros événements comme le Tarpin Propre qu'on vient de finir. Le Tarpin Propre.
Attends, c'est quoi le tarpin propre? C'est ça, quoi le tarpin propre. Donc, Ouais. tarpin, c'est un terme marseillais qui veut Ah, dire bah voilà, c'est beaucoup. pour ça que je ne comprenais pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, tarpin, ça veut dire beaucoup. Et donc, le tarpin propre, en fait, c'est une opération qu'on a menée du 15 au 19 mai, où là, le but, c'était d'inciter le plus de gens possible à organiser leur premier événement, à agir pour la première fois en faveur de l'environnement. Et donc, ça a plutôt été un bon succès, vu qu'on a eu 98 événements qui ont été enregistrés. Donc ça allait au-delà du ramassage des déchets, C'est ça, tout à fait. Donc, il y avait des ramassages de déchets, mais il y avait aussi des sensibilisations au tri et à la réduction des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de le redire, mais au cas où. Oui, le message, on le fait passer régulièrement ici. Est-ce que le défi continue sur les médias sociaux? Et peut-être on peut faire un bilan. Il y a combien de personnes qui l'ont relevé, ce défi, un déchet par jour? Bien évidemment que le message et le challenge, il continue. Après, on est allé au-delà. Ce message, donc, de prendre un déchet, de le mettre dans la poubelle avec une photo... Dès qu'on peut, bien évidemment qu'il reste, c'est toujours pertinent. Aujourd'hui, on veut élargir ce message et on veut dire, OK, donc en effet, il faut ramasser des déchets et les mettre dans la poubelle. C'est un geste citoyen, mais la citoyenneté, c'est aussi de bien faire le tri, c'est aussi d'agir pour essayer de réduire notre impact environnemental. Donc, on a élargi le message. On n'oublie pas cet ADN de ramasser un déchet par jour, c'est juste qu'on l'élargit. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous disent, mais attendez, vous êtes bien gentil, c'est le boulot des services municipaux? On aura toujours des gens pour critiquer la moindre chose. Ouais. Et moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas mes déchets, mais c'est ma planète, en fait. Donc, ce déchet, en fait, qu'on retrouve par terre, il peut probablement finir en mer. Aujourd'hui, 80% des déchets en mer proviennent de la terre. Et je ne sais pas si j'ai envie aussi de donner un deuxième chiffre qui est sorti hier. Il y a 75% des déchets qui sont retrouvés au fond de l'océan qui proviennent de 11 déchets très identifiables. Donc, c'est les sacs plastiques qui, pourtant, sont censés être interdits. Et pas mal d'objets à usage unique, et des canettes et des filets de pêche. 11 objets sont responsables pour 75% des déchets qui sont au fond de l'océan. Ouais. C'est quand même assez incroyable. Identifions ces objets et faisons en sorte soit de ne pas les produire et les utiliser, soit en tout cas de les recycler. Vous participez au World Cleanup Day au mois de septembre, c'est ça? Tout à fait. Sous quelle forme? Alors, donc, le World Cleanup Day, donc la journée mondiale de nettoyage des déchets, donc c'est un rendez-vous mondial, comme l'indique son nom. Et donc là, le but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait le plus de gens qui participent à ce ramassage de déchets. L'objectif, c'est qu'il y ait au moins 5% de la population mondiale qui participent pour vraiment montrer l'importance, en fait, et montrer la détermination et la volonté de tous de changer la donne et de réellement agir pour l'environnement. Et les déchets, c'est quand même une énorme préoccupation pour la plupart des gens. C'est notre quotidien, en fait. Tout simplement. Merci beaucoup. Un déchet par jour, voilà. Vous pouvez vous aussi relever le défi et poster la photo, poster le selfie. Merci Alexandre Mounier, bon vent à votre association. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. On peut se retrouver sur bismart.fr ou alors sur les box 9h midi, 20h30. Je vous dis à demain. Salut.